sommaire de cette édition, la chantre Amy Tiapo a organisé un grand concert de louanges afin d'exprimer ses remerciements à l'Éternel Dieu. En Afrique, Mali, Constitution, report Sindi du référendum. République démocratique du Congo, relations tendues avec la Belgique. Et nous terminons ces titres en sport. Football, Lucas Modric visé par une enquête. Bienvenue à tous et merci de rester toujours connectés au journal de Béni TV. Nous débutons ce point de l'actualité en religion. La chantre Amy Tiapo a organisé un grand concert de louanges afin d'exprimer ses remerciements à l'Éternel Dieu. Ce temps de réjouissance à la gloire de Dieu a eu lieu à l'église Sema dans la commune de Yopougon. Qu'on se tienne tous debout pour dire merci à Dieu par des ovations pour recevoir la chantre Amy. C'est l'église Sema de Yopougon-Sidessi à Abidjan que la princesse de l'Éternel, la chantre Amy Tiapo, a choisi pour son grand concert de louanges et de remerciements à Dieu après ses 12 années de ministère. 12 années pendant lesquelles la chantre Amy Tiapo a dédié sa voix et son talent à la louange du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Un travail reconnu lors du Chandelier d'Or 2016 où la chantre a été sacrée meilleure chantre tradie moderne de Côte d'Ivoire. Je sais un Dieu qui ne laisse jamais tomber ses enfants. Chaque concert, on voit que les choses vont en avant. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à tout le monde. Tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui sont venus, tous les gens du monde entier, je vous dis merci. Ce dimanche 4 juin 2017, c'est devant une salle archi-comble que la chantre fait son entrée afin de distiller 2 heures de spectacle et d'émotion à la gloire du Tout-Puissant. Ce grand concert de louanges et de remerciements de la chantre Amy Tiapo a été le lieu de la consécration de l'orchestre Archange Révolution Mélodie qui accompagne l'artiste dans tous ses déplacements. Un concert de louanges qui a tenu toutes ses promesses de restauration, d'édification et de célébration. En Afrique, le gouvernement malien a décidé de reporter à une date ultérieure le référendum prévu le 9 juillet 2017 sur la révision de la Constitution. Ce programme de révision de la Constitution a provoqué des manifestations dans le pays. Le gouvernement malien contraint de reculer sur le front du référendum constitutionnel. Le projet de nouvelle constitution qui devait être soumis à la sanction des citoyens le 9 juillet prochain devra encore attendre un peu. La décision a été annoncée à l'issue du Conseil des ministres de mercredi. La convocation du corps électoral il y a 2 semaines a suscité une levée de boucliers au sein des partis de l'opposition, mais aussi au sein de la société civile. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a reçu depuis lundi des personnalités, donc des responsables d'institutions, des chefs religieux et de partis politiques pour des discussions sur le référendum. Les détracteurs du projet de révision de la Constitution accusent le gouvernement de vouloir consacrer tous les pouvoirs entre les mains du président de la République. Une accusation que rejette le pouvoir qui parle plutôt d'un texte dont l'objectif est de mettre en œuvre certains engagements de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, signé en mai-juin 2015 entre le gouvernement et l'ex-rébellion Touareg dans le nord du pays. Les acteurs de la crise en République centrafricaine ont signé un accord de paix pour éviter l'embrassement redouté par les Nations Unies. L'accord a été signé le 19 juin à Rome, en Italie. Suivant. Espoir de paix historique pour la Centrafrique. Un accord de cessez-le-feu immédiat entre le gouvernement et les représentants d'une dizaine de groupes politico-militaires a été signé le 19 juin. Une entente conclue à Rome sous l'égide de la communauté catholique de Saint-Egidio qui œuvre depuis des années pour la réconciliation du pays. Nous nous engageons sur le plan politique à la mise en place immédiate de la part des groupes politico-militaires d'un cessez-le-feu sur toute l'étendue du territoire national, sous le contrôle de la communauté internationale comme étape fondamentale sur le chemin de la paix définitive.
Les discussions qui avaient débuté en novembre 2016 ont abouti à une véritable feuille de route pour sortir la Centrafrique de la crise qu'elle traverse depuis des années. Dans ce document de 16 pages, les signataires s'engagent notamment à rétablir la libre circulation des biens et des personnes, ainsi qu'à restaurer l'autorité de l'État. Les groupes armés s'engagent au désarmement sans aucun calendrier précis. Historiquement, plusieurs accords ont été signés à l'effet d'apporter la paix en République centrafricaine. Cet accord est historique effectivement parce qu'il intègre ces deux éléments. Le premier élément, il est inclusif, il n'est pas exclusif, il intègre toutes les parties en présence. Et deuxièmement, il a un objectif désarmé. Je crois que ce sont les deux objectifs qui font de cet accord aujourd'hui, qui font qu'on dise que cet accord aujourd'hui est un accord historique. La crise centrafricaine aurait causé le déplacement de près de 20% de la population. En mai 2017, Médecins sans frontières recensait plus de 425 000 personnes déplacées en Centrafrique, un chiffre auquel il faut rajouter les plus de 480 000 Centrafricains partis se réfugier dans les pays limitrophes. Les relations restent tendues entre la RDC et la Belgique depuis la prise de sanctions par l'Union européenne contre les personnalités du pouvoir de Kinshasa. La RDC accuse la Belgique d'être à l'origine de ces sanctions. La Belgique est pointée du doigt par le gouvernement congolais pour les sanctions prises contre certaines personnalités du régime Kabila au pouvoir. Dans une conférence de presse tenue ce mardi 20 juin 2017 à Kinshasa, le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Mendo Malanga, tout en minimisant les mesures prises contre 9 personnalités du régime, lui-même y compris, a stigmatisé le rôle déterminant que la Belgique joue dans ce qu'il qualifie de complot contre le pays. Conduit par un pays, la Belgique, qui ne parvient décidément toujours pas à faire le deuil de la décolonisation des structures économiques de son ancienne colonie phare, qu'est la République démocratique du Congo, et qui ne cesse de se revendiquer comme le propriétaire éternel de notre pays. Ces officines, vous le savez, se distinguent dans des campagnes de dénigrement et de fragilisation systématique de la République démocratique du Congo. Plusieurs composantes de la majorité présidentielle et alliée considèrent les sanctions contre les personnalités au pouvoir comme de l'ingérence. Pour dénoncer cette attitude, quelques milliers de sympathisants du régime ont manifesté ce lundi 19 juin 2017 devant la représentation de l'Union européenne à Kinshasa. Nous revendiquons ici notre souveraineté en tant qu'État. Nous sommes en train de revendiquer notre souveraineté en tant qu'État. Nous pensons que la relation que nous devons avoir avec d'autres États, c'est des relations d'égalité et pas de subordination. Voilà le fond de notre message. C'est donc un bras de fer entre la RDC et l'Union européenne qui s'engage dans un contexte où le pays est dans le processus d'enrôlement en vue de l'organisation des scrutins censés avoir lieu en décembre 2017. Outre les violations des libertés dont est accusé le régime, l'Union européenne, avec en tête la Belgique, estime par ailleurs que les personnalités incriminées ne facilitent pas l'applicabilité dans l'esprit et la lettre de l'accord du 31 décembre signé par la classe politique, lesquels attribuent la primature au rassemblement de l'opposition. Un an après le lancement au Nigeria du plus grand projet de dépollution jamais entrepris dans le delta du Niger, les travaux n'ont toujours pas commencé. Dans le sud du pays, le pays Ogoni est toujours noyé dans l'or noir. Les pirogues sont à quai, les pêcheurs absents. Sur les rives du delta du Niger, l'or noir a tout détruit. Après 50 ans d'exploitation pétrolière en pays Ogoni, au sud du Nigeria, la région est dévastée. L'eau est impropre à la consommation. Pour les rares pêcheurs encore en activité, il faut parcourir des kilomètres jusqu'à l'océan pour retrouver une vie aquatique. Il n'y a pas de poisson dans cette eau car l'eau est souillée de pétrole brut. Aucun poisson ne peut survivre dans cette eau. Le pétrole a tout pollué. Il y a tout juste un an, le gouvernement nigérian a lancé un immense projet de nettoyage du pays Ogoni sur les recommandations de l'ONU, le plus grand jamais entrepris au monde. Estimé à $1 milliard, les opérations dureront au moins 25 ans et une partie sera financée par la compagnie pétrolière Shell.
Mais un an après, seulement 10 millions de dollars de fonds ont été levés et les travaux n'ont toujours pas commencé. Nous essayons d'avancer avec attention pour nous assurer que tout ce qui sera mis en place sera durable et que tout sera conforme à la ligne fixée par les Nations Unies pour le nettoyage. Exaspéré par la lenteur du nettoyage, Michael a décidé de planter des arbres pour reconstituer la flore endommagée, un projet embryonnaire qui a commencé dans cette école du pays Ogoni. À cause de la pollution, beaucoup de carbone et de particules se dispersent dans les villages et dans l'atmosphère. Ainsi, les arbres les piègent, les capturent et les utilisent pour la photosynthèse. Lorsqu'ils utilisent ce carbone pour la photosynthèse, les arbres renvoient de l'oxygène pour la consommation humaine et nous vivons. Des multinationales comme Total, Chevron ou ExxonMobil opèrent dans le delta du Nigeria, la plus grande réserve d'hydrocarbures du continent africain. Outre les accusations pesant sur Shell pour le manque d'entretien des infrastructures pétrolières, le vol et le raffinage clandestin d'or noir ont aussi contribué à la pollution du pays Ogoni. Poursuivons ce journal avec les députés algériens qui ont examiné un nouveau plan d'action économique et social du gouvernement. Ce vote est nécessaire pour permettre aux populations algériennes de bénéficier de produits de base. Les députés algériens examinent depuis mardi le plan d'action du gouvernement présenté par le nouveau Premier ministre Abdelmadjid Tebboune. Ce dispositif clé de l'économie algérienne qui permet aux populations de bénéficier de produits de base pourrait être modulé en fonction des revenus si le projet de réforme des subventions de l'État soumis au vote obtient la majorité. Les conditions de création de petites entreprises par des chômeurs vont être allégées. Ils auront droit à des facilités et pourront profiter des crédits bancaires d'accompagnement, de formation et de l'opportunité de décrocher des offres publiques. Ces transferts sociaux ainsi que les subventions de l'État concernant les produits alimentaires de base, l'eau et l'énergie représentent un tiers du PIB selon le FMI. Nous sommes tous certains que l'Algérie est un pays socialiste et le restera. Depuis le 1er novembre 1954 jusqu'à aujourd'hui, nous n'abandonnerons pas l'État socialiste. Pour certains économistes, cette réforme annoncée est une excellente mesure, mais elle devra se faire en concertation avec les forces économiques et sociales, sinon elle échouera. Djibouti a annoncé la création de sa monnaie électronique et sa mise en circulation dans les prochains jours. Djibouti veut ainsi se doter d'un système financier moderne. La BCD, Banque centrale de Djibouti, lancera dans les prochains jours sa monnaie électronique, un projet qui entre en phase avec les ambitions de Djibouti qui veut se doter d'un système financier moderne. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un vaste chantier de modernisation de l'architecture et de l'infrastructure financière de Djibouti, mené par la Banque centrale avec le soutien de la Banque mondiale. Avec cet ambitieux projet, Djibouti pourrait définitivement accéder à l'ère des activités financières dématérialisées grâce à l'utilisation des nouvelles technologies. Il s'agit entre autres du mobile banking, du mobile money, du e-banking, des virements et chèques électroniques ou encore de la chambre de compensation virtuelle. Avec l'adoption du concept de monnaie électronique au niveau des services financiers numériques, la République de Djibouti va pouvoir enfin profiter des avantages de l'innovation technologique. Parmi les autres avantages issus de cette digitalisation, on note la création d'un fonds de garantie partielle et des crédits pour l'appui au financement des PME-PMI et la mise sur pied d'un comité national de la charia pour mieux encadrer les activités financières islamiques. À l'international, plus précisément en France, le remaniement ministériel attendu depuis les législatives a eu lieu. Le deuxième gouvernement de la présidence Macron a été dévoilé mercredi. Ce remaniement consacre une forte présence féminine. Avec plus d'1 heure et quart de retard, dans les jardins de l'Élysée et non pas sur le traditionnel perron, l'annonce du deuxième gouvernement d'Emmanuel Macron. Sur la proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé Nicole Belloubet, ministre de la Justice, ministre d'État. La juriste membre du Conseil constitutionnel remplace François Bayrou.
Florence Parly est nommée ministre des Armées à la place de Sylvie Goulard. Nathalie Loiseau est la nouvelle ministre des Affaires européennes. Jusqu'à présent directrice de l'ENA, elle remplace Marielle de Sarnez. Jacques Mézard est désormais à la cohésion des territoires. Il était dans le premier gouvernement ministre de l'Agriculture. Il remplace Richard Ferrand. 6 nouveaux secrétaires d'État dans ce gouvernement. Jean-Baptiste Lemoyne est nommé secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe. Sébastien Lecornu partagera le secrétariat d'État auprès du ministre de la Transition énergétique avec Brune Poirson. Geneviève Darrieussecq devient secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Julien Denormandie, proche d'Emmanuel Macron, est nommé secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires. Enfin, Benjamin Griveaux rejoint Bercy. C'est un gouvernement composé de 29 ministres, 7 de plus, 15 femmes, 14 hommes, 15 membres de la société civile, 14 personnalités politiques. À 10 h. Le premier conseil des ministres de ce nouvel gouvernement se tiendra demain matin à 10 h. Les enquêteurs essaient toujours d'établir les causes de l'incendie qui a ravagé la tour Grenfell de Londres. Ils pointent ainsi du doigt le revêtement inflammable qui aurait favorisé la propagation rapide du feu. Quelle est l'origine de l'incendie qui a ravagé la tour Grenfell de Londres? Peut-être le revêtement inflammable. Il aurait favorisé la propagation rapide du feu. C'est en tout cas ce qu'estiment les enquêteurs britanniques. Or, quelques 600 immeubles en Angleterre auraient un revêtement similaire à celui de la tour Grenfell. Devant le Parlement ce jeudi matin, Theresa May a donc indiqué qu'une batterie de tests à grande échelle allait être menée pour assurer la sécurité des habitants. Par mesure de précaution, le gouvernement a décidé de tester le revêtement de tous les immeubles concernés. Peu de temps avant mon arrivée au Parlement, j'ai été informé qu'un certain nombre d'échantillons déjà prélevés s'étaient montrés inflammables. Les autorités locales concernées ainsi que les pompiers ont été avertis. Comme je l'ai déjà dit, ils prennent toutes les mesures possibles pour s'assurer que les bâtiments soient sécurisés et pour informer les résidents impactés. Après le drame, le ministre des Communautés avait exigé la démission du directeur des services de la mairie de quartier de Kensington et Chelsea, quartier dans lequel s'élevait la tour Grenfell. Et il l'a obtenu. Nicolas Holgate a quitté son poste, une décision saluée et appuyée par la première ministre britannique. Ce qui a été clair très rapidement, c'est que Kensington et Chelsea ne pouvaient pas faire face. Et il est normal que le directeur des services de la mairie du quartier ait démissionné. L'incendie de la tour Grenfell a fait au moins 79 morts. Les obsèques de la première victime identifiée ont eu lieu mercredi dans une mosquée du quartier de East London. Les régions victimes du tremblement de terre en Italie attendent toujours la reconstruction promise par les autorités. 3600 petites maisons devaient être construites, mais dans certains villages, majorité des habitants restent sans abri. Le village de Pievetorina, dans le centre de l'Italie, affiche toujours les douloureux stigmates du séisme qui l'a dévasté le 1er novembre dernier. Ici, comme dans la plupart des localités touchées, les opérations de reconstruction n'ont toujours pas débuté. Plus de 90% des gravats n'ont pas été évacués et une grande majorité des habitants restent sans abri. Celle-là, c'est l'une des zones où on est en train de construire les sidites casette, les petites maisons en bois qui vont loger les milliers de sans-abri qui restent encore en attente d'une habitation depuis les tremblements de terre de 2016. La plupart des commerces du village ont également été détruits. Parmi ceux-ci, la boulangerie tenue par Daniele. Cet entrepreneur est natif de Pievetorina. Depuis le tremblement de terre, lui et sa famille logent dans un container. Le village est complètement bloqué. Tout le monde a disparu. Trop de mois se sont écoulés sans aucune réponse. La situation est la même à Visso. Lenteur et difficultés administratives bloquent la reconstruction. Pamela vit aujourd'hui dans un studio à 60 km de son village. Elle revient chaque jour pour aider au sein d'une association montée par les habitants. Mon plus grand chagrin, ce serait de voir encore ce paysage dans 15 ans. Il peut y avoir de nombreux chantiers, mais avant de retrouver ce qu'était Visso, il faudra beaucoup de temps. Plus de 130 maires se plaignent d'être submergés par la bureaucratie, alimentant le désespoir des habitants sinistrés. Pour échapper à la probe, voire à la violence ciblant les femmes de leurs conditions, des veuves afghanes ont créé une communauté à part entière sur une colline de Kaboul.
En haut d'une colline, aux abords de Kaboul, une communauté à part. Voici Zanabad, la ville des femmes, où des veuves afghanes se sont installées depuis la fin des années 90. Anissa et ses frères et sœurs sont venus ici avec leur mère il y a 15 ans. Trop pauvres pour louer un logement, ils y ont construit leur maison eux-mêmes. On attachait nos foulards sur la tête, on remontait nos pantalons et on utilisait de la boue pour construire les pièces de la maison. Mais à chaque fois qu'on avait construit un bout, les policiers venaient tout détruire ou nous demandaient un pot de vin. On n'avait pas d'argent à leur donner. Alors on se cachait jusqu'à qu'ils soient partis et on recommençait à travailler. La mère d'Anissa, Bibiko, est devenue la patronne de Zanabad, qui a compté jusqu'à 500 veuves. À sa mort en 2016, Anissa a repris le flambeau. Naouzi Fakiri est l'une des veuves qui habitent encore ici aujourd'hui. J'ai rencontré Bibiko et elle m'a parlé de cet endroit. Je ne suis pas venue tout de suite, mais quand ma situation est devenue vraiment grave, je suis allée la trouver. J'habitais dans une maison que je louais et le propriétaire m'a jetée dehors. Difficile pour ces femmes seules de louer un logement. Les propriétaires les croient sans le sou ou de mauvaise vie. Après 4 décennies de guerre, l'Afghanistan compte plus de 2 millions de veuves selon l'ONU. Le gouvernement les aide à peine, au mieux $150 par an si leur mari est mort au combat. En Afghanistan, ce sont les hommes qui soutiennent financièrement les femmes d'habitude. Donc c'est très difficile pour elles de perdre ce soutien. Et en général, elles ne sont pas éduquées, elles n'ont pas de métier. Alors c'est dur pour elles de subvenir à leurs propres besoins. Et en plus, la plupart du temps, elles ont des enfants, ce qui représente une difficulté supplémentaire. Un texte prévoyant des aides pour les femmes pauvres en Afghanistan a été approuvé en 2008, mais jamais ratifié par le président. Pourtant, le pays compte chaque jour plus de veuves. Plus de 11 000 civils ont été tués en 2016 et au moins 800 soldats et policiers en seulement 3 mois l'hiver dernier. Désormais, ce sont des familles entières fuyant les combats qui viennent trouver refuge aux côtés des veuves de Zanabad. Nous terminons ce journal avec un mot de sport. La star du football croate, Luka Modric, est visée par une enquête judiciaire dans son pays. L'attaquant du Real Madrid aurait fait un faux témoignage suite à sa déposition dans le cadre du scandale de corruption qui ébranle le football croate. Le nom de la star du Real Madrid, Luka Modric, cité dans ce scandale de corruption qui ébranle le football croate. L'attaquant madrilène est visé par une enquête pour faux témoignage suite à sa déposition faite le 13 juin dernier à Osijek au procès de l'ancien patron du Dinamo Zagreb. Devant le tribunal, le joueur du Real a expliqué avoir reversé en liquide à la famille de Zdravko Mamić, l'ancien dirigeant du Dinamo de Zagreb, la somme de 7 millions d'euros sur les 9 millions qu'il avait reçus sur son compte à l'occasion de son transfert de Dinamo à Tottenham. Luka Modric a déclaré aussi avoir signé en 2004 une annexe avec Mamić prévoyant qu'il lui verse la moitié des primes de son transfert. Une déclaration contraire à celle faite en 2015 où il affirmait que cette annexe était antidatée et signé alors qu'il évoluait déjà à Tottenham. Selon le parquet, ces faits sont susceptibles de constituer un délit pénal de faux témoignage. S'il est reconnu coupable, il encourt des peines allant de 6 mois à 5 ans de prison. C'est ici que nous refermons ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction de Béni TV. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur The Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.